Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un honneur et un bonheur de vous retrouver sur Info Télévision dans le cadre de votre émission, désormais dans vos cœurs, dans vos domiciles. À vous la parole. Pour cette autre livraison, comme à l'habitude, nous aurons un invité d'honneur sur ce plateau. On aura l'opportunité d'échanger, non seulement de le découvrir, mais également de marquer des arrêts forts sur des sujets qui font l'actualité, tant sur le plan national qu'international. L'homme que nous recevons ce soir a vécu l'histoire du Cameroun à travers le maquis, à travers l'histoire de l'UPC. L'homme que nous recevons aujourd'hui a été un membre important du gouvernement camerounais puisqu'il a occupé le poste de ministre du Travail, mais également député de la nation dans ce pays. L'homme que nous recevons est un leader d'opinion. Il fait entendre sa voix chaque fois que c'est possible. Et l'homme que nous recevons aujourd'hui est un homme de Dieu. Il a l'habitude de dire qu'il est connecté, bien entendu, à l'esprit supérieur. On va le comprendre pourquoi ce soir. Je vous invite donc à vous installer confortablement. Je le réitère pour les téléspectateurs, nous aurons l'opportunité d'avoir l'interaction à travers un code d'accès pour ceux qui auront des questions à poser, bien entendu, à notre invité de ce soir. Vous aurez un code d'accès qui reste et demeure le même, le 6 99 13 50 75. Je vous invite donc à vous installer confortablement le temps d'une transition et on va dresser le tapis rouge à notre invité de ce soir. Je peux donc le dire avec beaucoup de bonheur, nous recevons ce soir l'ancien ministre du Travail, Simon Mbila, qui milite aujourd'hui sous la bannière de l'Union des populations du Cameroun, une bannière sous laquelle, bien sûr, il a occupé, je l'ai dit, à l'entame de cette émission, le poste de ministre au Cameroun et également un poste de député. Il faut dire qu'un parcours hyper important qu'on va balayer tout au long de cette émission, mais également ses positions sur certains sujets qui font couler beaucoup d'encre et des salives au Cameroun. Et j'ai le bonheur de l'accueillir sur ce plateau. Bienvenue, Excellence, Simon Mbila. Merci, Rosaline. Merci tous les techniciens Info TV. Merci tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce soir. Et c'est un plaisir aussi de vous dire ce que nous pensons ou bien de ce que nous avons vu. Pour ceux qui demandent où est passé le ministre Simon Mbila depuis, qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? Parce qu'il y en a qui demandent. Lorsque j'ai fait la bande-annonce, on me dit, on ne l'a pas vu depuis. Ben, moi, j'ai l'occasion de le voir quand je le reçois. Mais pour les autres qui n'ont pas ce bonheur. Disons que je suis toujours là. Je suis à Yaoundé, je bouge un peu moins. Bon, il y a un petit poids des années sur les épaules. Mais en réalité, je ne sors pas beaucoup. Et de temps en temps, quand vous m'invitez, même à la radio, je ne manque pas de partager avec d'autres confrères l'actualité actuelle. Ouais. Donc, alors, Excellence,
On a un parcours bien établi dans cette émission. On va commencer par découvrir qui est Simon Mbila avant de rentrer dans l'actualité. Et pour le faire, j'ai découpé votre vie en 4 morceaux. Vous allez m'excuser de l'avoir fait. On va parler de l'homme dans sa naissance et son enfance. Pour parler de la scolarité. Et puis, on va parler des différentes casquettes qui sont les vôtres jusqu'ici, de votre relation avec la religion, de votre relation avec la politique et des postes que vous avez occupés au Cameroun. Je ne vais pas oublier de votre relation avec le sport, parce que beaucoup ne le savent pas. Vous avez également flirté à un niveau très élevé avec le sport. Ils vont sûrement le découvrir ce soir. Dans votre portrait, on va le faire ensemble. Il y a une petite souris qui m'a dit que c'était en septembre, en 1er septembre, que vient au monde Simon Mbila. Ah, justement, l'année 1-9-41, c'est mon année. Ça veut dire que je suis né le 1er septembre 1941. Oh. À Hondol, à Makak, derrière la cuisine de ma mère, parce que moi je suis né en brousse. Ouais. Là-bas, on n'avait pas des hôpitaux. Mm-hmm. On m'a montré même les pieds du palmier là où j'étais né. Et je suis très content que ceux qui naissent comme moi, et si vous n'êtes pas très résistant, vous ne pouvez pas traverser les comment dirais-je, les obstacles que vous avez eus. Oui, obstacles de la vie. Un bébé qui est né en brousse, tout est permis avec les mouches et tout ce que on peut imaginer. Mais bref, je suis né, je crois que c'était à 15h de l'après-midi, m'a dit ma mère. Et mon père a eu 2 enfants. Donc ma sœur aînée qui est partie il y a 2 ans, et moi. Donc pour l'instant, vous restez seul. Même si vous n'êtes pas seul, vous avez autour de vous, êtes très bien entouré. Disons, on est seul souvent quand tu n'as plus personne. Ouais. Papa, maman, la sœur, on n'a plus rien. Mais en réalité, j'ai 6 enfants, avec une dizaine de petits-fils, 3 arrière-petits-fils. Donc j'ai le bonheur de voir ces enfants grandir. 2 fois mariés? Oui, disons que 2 fois. Mon premier mariage a duré 8 ans. 8 ans, disons, et demi. Malheureusement, c'était un mariage qui a échoué, en laissant 4 enfants derrière. Ça veut dire que quand je dis que j'ai 6 enfants, 4 avec la première femme et 2. C'était 3, il y a un qui est mort également il y a 2 ans. Et avec ma femme qui est morte, il y a... La prunelle de vos yeux, qu'on aura sûrement en image, celle-là qui a vécu tout le restant de votre vie, vous avez dit 37 ans. 37 ans avec vous. Elle est morte à Yaoundé, à Yaoundé. Elle est aussi malheureusement partie. Disons que c'est le chemin de nous tous. Oui. Alors, Excellence, au-delà de votre vie que j'appelle privée, où vous êtes aujourd'hui veuf, avec 6 enfants en vie, d'autres en Europe, d'autres au Cameroun, vous vivez tranquillement votre petite vie, avec une grosse connexion avec la religion, parce que vous êtes très trempé dans l'EPC aujourd'hui. L'EPC, parce que mon père était missionnaire, il a été évangéliste. À l'âge de 16 ans, avec les Américains, il a travaillé avec Neil, Daniel comme on l'appelait, avec le pasteur perse qui était à Albamba. Donc il a été catéchiste pendant 53 ans. Il a été un peu partout chez nous à Makak. On l'affectait à gauche, à droite, etc. Comme ça que nous sommes nés. Et je suis ancien de l'église depuis 1980, je suis ancien de l'église. Votre père aura impacté énormément, apparemment, votre vie religieuse au point où aujourd'hui, comme vous le dites, c'est à cause de lui que vous êtes dans cette église. Vous n'avez jamais pensé à changer de religion comme les autres? Non, je ne peux pas. Je suis né à l'intérieur de l'EPC, j'ai grandi à l'intérieur. J'ai été absent pendant un temps quand j'étais en Suisse et j'ai flirté avec le système. Ce sont les missionnaires catholiques qui nous ont amenés en Suisse, mais je suis resté protestant.
Je disais tantôt que je suis ancien depuis 1980. Ouais. Ancien d'église, Oui. depuis 1980. Donc nous sommes là. Je suis à Yaoundé, à l'église Tori, là au centre de la ville. Ouais. C'est mon église. De l'église au sport, puisque vous parlez de la Suisse, vous avez été judoka, vous avez exercé à haut niveau. En réalité, j'ai fait beaucoup de judo dans ma vie. Ouais. D'abord en Suisse, j'étais champion mi-lourd. Et en 67, j'ai fait le championnat de France de ceinture marron, où je suis sorti avec une médaille de bronze. Et donc, étant en Suisse, il y a René Galsier qui venait entraîner les gens en Suisse. Et il m'a mis dans son équipe de Mulhouse. Nous sommes allés faire les compétitions au stade Coubertin à Paris. Ouais. Alors là, c'était la jeunesse. J'ai fait beaucoup de sport. Et dans l'équipe suisse aussi, on a bougé. Une fois, on a fait une tournée à Moscou, Ouais. dans le cadre de sport. Donc le sport m'a beaucoup apporté. Le sport vous a beaucoup apporté, vous avez visité plusieurs pays Oui, oui, grâce au sport. Oui. Vous avez également défendu les couleurs d'autres pays La grâce au Suisse, sport. la Suisse et puis la France, puisque j'ai été dans les deux clubs comme je vous ai montré. Les passeports, bien entendu, qui étaient établis. Une Vous avez fois- défendu les couleurs de la Suisse, vous avez défendu les couleurs de la France. Et aujourd'hui, vous avez réussi à défendre aussi les couleurs du Cameroun. Le Cameroun, là, j'ai été vice-président national, le feu colonel Botolo qui était président. J'étais également président du littoral. Et j'étais combattant. Ma dernière sortie, c'était en 1976, où j'ai eu le titre champion de Cameroun, lourd et toute catégorie. Donc j'ai en face de moi quelqu'un qui peut me donner un coup de poing indirect et ça marche. Non, qui ne peut plus donner un coup de poing, puisqu'il a maîtrisé tout jusqu'aujourd'hui. Ouais, il se contrôle. Oui, il se contrôle très bien. Alors, Excellence, à présent, on va mettre les pieds dans la vie de l'homme politique. D'accord. Comment vous rentrez dans la politique? Disons, je suis né quand l'UPC n'existait pas. En 1948, moi j'avais 7 ans. Dans nos villages, tout le monde chantait l'indépendance. C'est comme ça que j'ai grandi dans l'UPC, la jeunesse d'abord. Une fois que le mouvement a commencé en 1955, vous savez, en 1955, c'était terriblement triste. On a mis le feu à Douala, au niveau de la direction de l'UPC. On a brûlé, on a dissous le parti. Et les déclarations de Mesmer d'aujourd'hui finissent par nous faire comprendre qu'il avait pris une décision de nous exterminer. Quand bien ceux qui ont fui à Genève, on les a poursuivis. Donc, moi, j'ai dormi très longtemps en Brousse, pas parce que j'étais maquisard, vraiment, parce qu'on fuyait. Vous savez, ici, mon village, mes parents sont à Bondé, à 3 km de Bonjok. Ouais. Et là, il y a eu un accrochage à un endroit qu'on appelle Congo en Brousse. Et il y a eu des militaires qui sont morts. Quand ils sont sortis, ils ont arrêté 27 villageois, ils les ont exécutés. Si vous allez à Bonjok, à 3 km, vous verrez que des petites maisons, tous les hommes étaient tués d'un seul coup. Parmi aussi mes parents. Alors, avant, on ne comprenait même pas ce que se passait. On fuyait. Aujourd'hui, ceux qui sont entrés en Brousse, non parce qu'ils étaient maquisards, comme on le dit, parce qu'ils fuyaient l'extermination. Alors, on a rasé tous les villages, on nous a regroupés dans un camp de concentration à 20 km de là, avec une clôture tout autour. C'est là où je suis rentré de Douala en congé 1957. Ouais. Malheureusement, comme j'étais étranger dans mon petit village, les militaires sont venus m'arrêter, on m'a amené à Bonjok. J'avais, par chance, ma carte d'identité scolaire. On m'a mis dans une prison que je n'appelle pas prison. Il y a une fosse de 5 mètres à peu près. C'est là qu'on nous mettait dedans. On vous enterrait dans le sol. 5 mètres sous sol. L'eau était jusqu'ici. En somme, l'eau mélangée de tout. Et pour survivre là-dedans, c'était un miracle. J'ai trouvé un cousin, le frère du chef du village,
Tchombon, c'est lui qui m'a tenu un peu raide debout pour que je puisse respirer. Je pense que s'il n'était pas là, je ne serais plus là aujourd'hui. Et bien sûr, les militaires nous versaient quelque chose qui était chaud. On croyait que c'est l'eau chaude. Mais on pissait sur nous. On pissait sur nous. Et je vous assure, c'est un peu salé, hein, parce que j'ai goûté. On peut en rire aujourd'hui, on peut en rire, mais c'est une tragédie. Personne ne rêvait plus de survivre. Et j'ai été sauvé par le pasteur perse, qui était à Albamba. Il a une nouvelle que le fils du catéchiste Mbila, Samuel, on l'a arrêté. Il est à Bonjok. Il est venu à Bonjok avec sa femme et ses enfants. Bon, et puis, il a fait demi-tour. Il ne voulait pas traverser la barrière des militaires. Les militaires l'ont suivi. Il a dit que je suis venu voir mes chrétiens. Il me semble que vous avez arrêté mes fidèles. Oui, le fils de mon catéchiste. Quel fils? Bon, ils sont venus alors me faire sortir de cette fosse. Là, je ne savais pas que Perse avait intervenu. C'est plus tard que j'ai été au courant. Si je suis vivant aujourd'hui grâce à un Américain qui m'a sauvé. Du coup, vous avez un attachement particulier? Ah oui. Je respecte beaucoup les Américains, surtout les missionnaires américains. Et chez nous, quand vous parlez de Tanil, qui était à Ezeka, Ilanga, et les pasteurs perses qui étaient au collège évangélique de Lubamba, qui travaillaient avec nos pères qui étaient aussi missionnaires. Alors mon père a travaillé très très dur toute sa vie, et malheureusement, il est mort à 75 ans. Voilà donc, grosso modo, qui est Simon Mbila aujourd'hui. En rentrant dans les sujets qui vont nous intéresser, on aura encore l'occasion d'en savoir plus, puisqu'on va parler de l'UPC, qui est votre parti de cœur, j'allais dire votre parti de naissance, puisque vous êtes radicalement né, trempé dans l'UPC. On va donc partir de l'affaire Oumyobé jusqu'à l'UPC aujourd'hui. Et pour mieux planter le décor, tout d'abord, on prend la transition du face-à-face, parce que là, on va sortir de votre vie privée pour entrer dans l'actualité. D'accord. On va prendre nous sommes donc face à Simon Mbila à présent, l'homme politique, le leader d'opinion. On va s'intéresser à ce que vous pensez sur plusieurs sujets d'actualité. On va parler de l'UPC, qui est, je le disais tantôt, votre parti du cœur. Et pour mieux planter le décor, on va regarder ce petit reportage qui est la commémoration que vous avez organisée récemment pour penser aux 65 ans, 35 ans après, de Ruben Oumyobé, pour pouvoir partir de cet assassinat et peut-être remonter jusqu'à ce qu'est devenu l'UPC aujourd'hui. Je vous propose qu'on regarde ce reportage et on se retrouve juste derrière. Ardent nationaliste camerounais, secrétaire général et théoricien de l'Union des populations du Cameroun, Ruben Oumyobé perd la vie dans la forêt de la Sanaga maritime le 13 septembre 1958. 65 ans après, la question de son héritage et des circonstances de son assassinat se pose avec acuité alors que les travaux d'une commission d'historiens français et camerounais chargés de faire la lumière sur l'action de la France au Cameroun sont en cours. Pour ces crimes-là, pour que les esprits soient apaisés, d'abord il faut que l'assassin reconnaisse ses crimes. On ne va pas reconnaître, je vous prends par exemple Israël. Tout le monde aujourd'hui est en train de courir pour reconnaître les crimes nazis contre Israël, contre les Juifs. Pourquoi les Français, les Européens, les Occidentaux ne veulent pas reconnaître les crimes qu'ils ont commis en Afrique de la France au Cameroun?
Et c'était contre qui? C'était contre les UPCistes. Premier héritage de Ruben Oumniobe, l'UPC, l'un des premiers partis politiques au Cameroun, vit aujourd'hui une reconstruction dans l'adversité. L'UPC existe toujours, mais dans un état qui est proche de ce qu'avaient voulu le colon et les néocolons. Une réalité qui n'occulte nullement la détermination des Oumniobistes à jouer un rôle important dans le devenir du pays. L'UPC est formellement et dans la forme interdite parce que aujourd'hui, pour que l'UPC tienne la moindre réunion, il faut faire une déclaration. Mais c'était une déclaration, de par la loi, ce n'est qu'une déclaration. Mais l'administration aujourd'hui a pris, dans le cas de l'UPC, cette déclaration comme une demande d'autorisation. Et elle se permet d'interdire, sans raison apparente, tout fonctionnement de l'UPC. Nous sommes aujourd'hui en train de courir derrière notre congrès et à attendre que l'administration veuille bien nous donner l'autorisation de tenir notre congrès. Pour l'heure, l'Union des populations du Cameroun, enfouie dans l'organisation d'un congrès de l'unité, appelle à une transition dans le dialogue au Cameroun afin de renforcer la démocratie et d'éviter les drames que d'autres pays africains connaissent et qui guettent le Cameroun. Voilà un bref résumé, un parcours qui va de l'assassinat de Ruben Oumniobe jusqu'aujourd'hui à cette UPC que d'aucuns trouvent divisée, mais qui voudrait batailler vers l'union. On va essayer de faire le parcours. Je commence sur Ruben Oumniobe, le père fondateur, je préfère le dire ainsi, même s'il était secrétaire général. C'est l'âme que tout le monde brandit, que vous, à l'UPC, vous brandissez le plus à l'avant. C'est vrai que vous allez nous expliquer pourquoi, puisqu'ils étaient nombreux à mener ce combat. Ruben Oumniobe qui est assassiné 65 ans après, jour pour jour. Sa veuve également est assassinée. Un symbole? Assassinée, sa veuve. Bon, elle est morte, elle est décédée. Ouais, c'est mieux. Bon, écoutez, l'affaire de l'UPC, il faut peut-être me permettre. Je vous permets. De reculer. Ça veut dire qu'Oumniobe était d'abord un président du tribunal, greffier, président du tribunal. Et finalement, il a demandé une mise en disposition. En disposition. Alors, il a commencé le syndicalisme. Donc, plusieurs syndicats se sont rencontrés en Côte d'Ivoire en 1957, lors de la création du RDA, Rassemblement démocratique africain. Donc, le président était Félix Houphouët-Boigny et Oumniobe était le vice-président. Koulibaly était le secrétaire général. Il y avait à cette réunion les Tombalbaye, les Sékou Touré. Je suppose que c'était dans une perspective de créer un rassemblement des pays africains. Oui, c'est ça qu'on appelait un rassemblement démocratique africain. C'était d'abord lors d'une réunion syndicale, on a transformé en réunion politique. De retour au Cameroun, Oumniobe devait créer le RDC du Cameroun. En somme. Finalement, on a changé le nom, c'est l'Union des populations du Cameroun. La guerre commence parce que Mitterrand était gouverneur de l'AOF en Côte d'Ivoire. Il a entraîné Houphouët-Boigny et Senghor, qui n'ont plus voulu suivre et Oumniobe est resté presque seul dans ce combat. Donc, Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny ont décidé de se rallier à la France dans ce combat. Dans ce combat. Alors, Oumniobe au Cameroun a continué la lutte. La lutte était d'abord qu'il a commencé à organiser sur place. Et finalement, on a commencé à l'envoyer à l'ONU pour présenter ce que les Blancs n'ont jamais compris. Un Noir vient réclamer l'indépendance à l'ONU. Donc il a été comme ça 3 fois. Et à son retour en 1955, la France a pris les mesures radicales. Ils ont brûlé la direction de l'UPC, ils ont lancé les mandats d'arrêt
tout le monde a pris fuite à l'étranger, au village, du village, dans la brousse. Et c'est aujourd'hui qu'on comprend. Ce n'était pas des maquisards, c'était des fuyards. Parce que Mesmer a fait une déclaration que tout le monde a suivie ces derniers temps, qu'il a pris la décision de faire la guerre contre Oumiobe et de l'exterminer. L'extermination a continué. Vous avez vu, il y a même un grand général camerounais qui a déclaré que c'est lui qui a donné le feu vert qu'on coupe les têtes des upécistes. Ouais. Et on mettait les têtes au bord de la route. Comme, si on va donner son nom ou on ne donne pas? Mais son nom, c'est Mengue, c'est lui-même qui a déclaré. C'est lui. Bon, il était exécutant. Ouais. Mesmer a dit, lui, en tant que gouverneur, a pris la décision d'exterminer les upécistes Oumiobe, oui, et le général Semengue a implémenté. Voilà. Là, ce qui était intéressant, c'est que l'armée coloniale était composée des militaires de l'AOF, Afrique occidentale française, et de l'AIF, Afrique équatoriale française. Ils ont envahi la région de la Sanaga maritime, ouais. Ils ont brûlé tous les villages, etc., etc. Et nous comprenons aujourd'hui que la décision d'exterminer l'UPC n'était pas une décision où l'on pouvait encore négocier. Donc, chacun donne un avis plus ou moins fondé. L'assassinat de Oumiobe, mais nous avons toutes les preuves que Oumiobe a été arrêté le 11 septembre. On l'a vu vivant ici à Yaoundé. Il y a eu une réunion qu'on appelait la réunion de l'Acre. Était présent le président de l'Assemblée qui a témoigné quand il est sorti de prison, Daniel Kemayou. Il nous l'a témoigné à Douala. Il y avait Okala, il y avait Ahidjo, il y avait même Pierre Ndjorbour, le chef supérieur. Ouais. On a des supports Priso à Salé, tout ce monde. Et Ahidjo avait pris une position particulière. Lui, il a dit, cette affaire regarde les hommes du Sud. Et le ministre qui l'accompagnait, monsieur, excusez-moi. Oui, bien sûr, vous pouvez, Excellence. Il s'appelle... j'ai toujours oublié son nom. Adama Haman. Haman Adama. Ah, oui. On pourra poser dessus, hein, il n'y a pas de souci. Adama Haman, ouais. Lui, il était ouvertement opposé contre Oumiobe. Ouais. Alors, c'est pourquoi, quelques jours après lui aussi, il était assassiné. Il a été assassiné. Donc, le problème de l'assassinat de Oumiobe est clair. Quand on a exposé les deux corps, ouais, à Boumiébel, le corps de Yembak et le corps de Oumiobe, ouais, tout le monde a vu que le corps de Yembak était en état de décomposition très avancé. Merci. Et Oumiobe était fraîchement tué. Et ça confirme ceux qui l'ont vu à Yaoundé, qui ont assisté. Non, le 12, on l'a arrêté le 11, c'est le 12, et on a exposé son corps le 13. C'est pourquoi le corps de Yembak, du 11, 12 au 13, c'était en état de décomposition très avancé. Là, c'est la version originale que nous connaissons. Donc bon, à l'époque, on avait dit que c'est Paul Abdoulaye, un Tchadien, etc. Non, c'était pas vrai. Mesmer ne pouvait pas, voulant exterminer Oumiobe, n'est pas le regarder face en face. Ouais. Donc, l'affaire de Oumiobe, ils vont essayer. Vous voyez que les Français sont plus malins que tout le monde. Ils veulent qu'on écrive notre histoire avec eux. Ouais. Mais ils n'ont pas écrit leur histoire avec les Allemands qui les avaient colonisés pendant un temps. Donc pour vous, ces historiens qui essayent de réécrire l'histoire du Cameroun de connivence avec la France, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Non, non, non. Il faut que les Camerounais écrivent leur propre histoire. Déjà, quand on vous écoute ce soir, on se rend compte que même l'histoire qu'on a de l'assassinat de Ruben Oumiobe n'est pas la bonne version. Non, n'est pas la bonne. Et que il fallait... Si vous prenez... le secret de la décolonisation. Oui. Le carnet secret de la décolonisation, tome 2, vous verrez là un passage où ils disent que quand ils ont interviewé les UPCistes qui s'est ralliés, puisque l'Oumiobe avait donné l'ordre que tout le monde devait sortir, et on a fait un rond pour dire il est ici,
parce qu'ils avaient arrêté son secrétaire, Boum Samuel, qu'on appelait Petit Homme, et sa déclaration a donné précisément là où il devait être. Et c'est comme ça qu'on les a arrêtés. Même Maï, que vous voyez, Maï a joué d'autres rôles, mais la réalité, c'est qu'il était arrêté avec Oum. Et Oum avait un programme de réconciliation nationale. Il a demandé que Maï continue de faire ce travail. C'est ce que Maï a continué à faire avec l'UPC aujourd'hui. Parce qu'après le 13, le 15, Maï s'est rallié à Yaoundé avec une cravate. Donc c'était plus un maquisard quand il s'est rallié à Yaoundé. Donc ce problème historique, il faut qu'on le comprenne de fond. En ce qui concerne, vous voyez, un problème qui est très intéressant, que deviennent les orphelins de l'UPC d'aujourd'hui. C'est un mot. Déjà, le lien, le fait que sa femme meure le même jour que lui, qu'est-ce qu'on peut penser? Un lien particulier, quoi? Non, moi je pense que ce sont les soucis. Une coïncidence? Non, ce sont les soucis. Il fallait voir cette vieille femme qui vivait là, encore. Elle était à deux. Il y a une qui reste. Et elle était malheureuse, elle n'avait rien. On parlait, mais ce sont des personnes abandonnées. Qu'elles finissent par mourir peut-être à 90 ou bien même plus. C'est passable. Je crois que ce sont des soucis. Partir le même jour, le 13, qu'on a proclamé, c'est un soulagement pour lui, pour elle, et pour ceux qui souffrent encore, nous continuons à souffrir. Alors l'UPC, aujourd'hui, un grand héritage de Ruben Oumyobé qui semble aller à volo, parce qu'on a une UPC qui n'est plus représentative de ce que l'histoire a connu. L'UPC qui était l'espoir de tout un pays, l'UPC qui était un symbole, qui aujourd'hui est pour certains en miettes, et pour vous? Pour moi, l'UPC a une victoire morale. Moi, je suis très satisfait parce que ceux qui mouraient criaient « Vive le Cameroun indépendant ». Et Oumyobé, mourant, ne voulait absolument pas se laisser utiliser comme les Senghor et consorts. Il a dit, mieux vaut mourir, il faut que mon pays devienne indépendant. L'indépendance est là. Et quand on veut se plaindre des orphelins de l'UPC, j'appelle bien notre groupe les orphelins de l'UPC, quand vous regardez pourquoi il y a de petites divisions, on se rencontre encore. Alors, dans toutes ces divisions, on fait des réunions pour tenter d'aboutir à un congrès unitaire. Donc je voulais dire que si vous voulez bien comprendre ce qui se passe au Cameroun, il faut d'abord partir de partis uniques. Tout le monde était dans un parti unique. L'UNC. Et aujourd'hui, nous avons plus de 300 partis. Celui qui devait se plaindre, ce n'est pas l'UPC. Peut-être c'est le parti unique. Et quand vous regardez le parti qui avait 108 députés à l'Assemblée, quand nous avions de 18, l'UNDP, ils sont combien encore? 5. Alors, vous verrez même le SDF, où le gars était supposé être vainqueur. Son parti est à partir. Donc, il y a une politique qui est simple. Pour nous, nous avons voulu nous associer à l'implantation de la démocratie. C'est ce que le président Paul Biya a dit, qu'il veut être l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun. Et on vous accuse d'avoir trahi la cause en vous ralliant au RDPC? Non, nous n'avons absolument pas trahi. Nous avons signé une alliance. Je vais vous apporter, vous verrez les points de l'alliance qui permettent aujourd'hui qu'il y a le Sénat, qui avait tout ce que vous voyez, on essaye d'implanter la démocratie. Nous ne sommes pas dessus, contrairement à ça, parce que les UPC sont dans tous les partis. Ce que vous voyez là, ils sont dans tous les partis. Qu'est-ce qui les empêche donc de revenir? Le temps va venir. Il faut que la papaye soit bien mûre. Le système néocolonial est omniprésent. Ça veut dire que le système que les colons ont imposé à nos premiers présidents en 1959,
Vous savez, il y a eu des accords. Et c'est ça qu'on applique. Quand vous voyez plusieurs assassinats qu'on a organisés, les coups d'État, contre les chefs d'État africains qui ne voulaient plus respecter je ne dis pas le contraire, ces accords qu'on les avait fait signer, c'est pas pour rien que tous ces pays commencent à se demander, nous, on ne peut pas continuer à appliquer toujours les diktats du système néocolonial. Ouais. Et alors pour nous maintenant, comme tous les Camerounais, plus ou moins sont sensibles du devenir de notre pays. C'est ça alors la victoire de l'UPC. Tout le monde s'intéresse à garder l'indépendance, à sauvegarder l'indépendance, à construire ce pays. Ceux qui sont morts, ils sont souriants. Puisque moi je me promène dehors, je vois les Camerounais debout. Je vois des maisons à gauche, des maisons à droite, je vois des universités, je vois des diplômés et tout. Ça veut dire que le Cameroun a déjà une base qui nous permettra un jour de faire un saut ensemble en avant. Donc, on utilise un peu les X, Y pour désorienter les autres partis, ou que j'ai baptisé la politique de la canne à sucre. Quand on vous utilise, on jette. Et tout le monde le sait maintenant que on ne peut pas construire ces pays avec un système qui ne regarde pas loin. Nous devons tous regarder loin, tous regarder devant, tous avoir dans notre subconscience que si nos enfants sont chômeurs, ils vieillissent toujours chômeurs, qui va vraiment relancer la force latente qui est là. Vous avez une foi qu'aujourd'hui, l'UPC peut encore retrouver ses lettres de noblesse et occuper cette place qui a été la sienne au Cameroun, ou finalement vous allez vous rallier à ceux qui auront la chance d'occuper le poste de président? Non. Comprenons-nous très bien. Chaque parti a son programme. Ouais. Le programme de l'UPC, c'était d'abord la réunification, l'indépendance. Ouais. Et quoi? L'élévation des standards de vie de tous les Camerounais. Et c'est ce qui se fait maintenant. Donc vous avez l'impression qu'on est en train d'élever le standard de vie des Camerounais là? Oui, c'est ça. On vit bien? Non, on combat. Il y a un combat en cours. Ah d'accord. Pour l'élévation des standards de vie de tous les Camerounais. Et je sais qu'il y a bien des Camerounais qui ont l'UPC dans leur cœur. Parce que les non-UPC sont très sévères contre nous. Pourquoi vous ne vous entendez pas? Pourquoi? Ils ne posent pas la question, mais pourquoi on continue à vous diviser? Pourquoi on continue à vous exterminer? Vous voyez? Il y a un plan qui est parti et un plan qu'on applique. Il faut être aveugle pour bien voir. On divise l'UPC, mais l'UPC ne veut pas être divisé. L'UPC n'est pas divisable. Donc l'UPC n'est pas divisable. Plus on divise, plus l'UPC s'installe dans le cœur des Camerounais. Plus l'UPC est divisé, plus les partis politiques sont nés. Plus l'UPC, on croit combattre injustement un parti. Vous verrez maintenant, il y a plusieurs partis qui sont combattus comme l'UPC. Et finalement, tout le monde va finir par comprendre, mais quoi? Est-ce que nous allons continuer? Ou bien nous devons aussi nous ressaisir et se dire, nous sommes un pays qui peut aller de l'avant. Et c'est ce jour que vous attendez pour voir. C'est ce que je dis, que la papaye sera mûre. Et vous espérez être unis avant les prochaines échéances 2025, ou ça reste une date au prévaloir de l'Éternel, parce que lui seul sait. Rosalie, je vous assure, nous sommes déjà, on se rencontre. J'ai travaillé longtemps avec Bapor. Nous travaillons avec Balébel, avec les Onana qui parlaient là maintenant. Le ministre N'Djamé et moi, nous avons lancé une opération il y a 2 ans où on a fait une réunion de tous les cadres. L'objectif, c'est de travailler sur le terrain, qu'on fasse un seul congrès. Et c'est là où tout se joue. Quand le camarade Onana parlait, les lois camerounaises sont bonnes. Mais quand on veut les appliquer, ce n'est plus une déclaration de sous-préfet que je ne vous autorise pas. Donc, le système, aujourd'hui, on a la démocratie. La gestion de cette démocratie pose problème.
est-ce que nous sommes librement un pays vraiment démocrate ou on peut se dire que nous travaillons ensemble? Il faut regarder d'abord quand il y a les élections. Supposons que nous sommes 30 millions. Et le votant n'atteint jamais 2,5 millions. Bon, on essaie de grossir les chiffres. Ça, le Cameroun aujourd'hui ne peut plus s'intéresser à la chose politique telle qu'on veut nous faire. Parce qu'il faut absolument qu'on déclenche ce qui nous reste. L'indépendance est suspendue. Elle va descendre. Ça veut dire tous les Camerounais qui vont réclamer la fin du système néocolonial et que les Camerounais vont se dire nos richesses doivent construire ce pays, nos fils doivent travailler, ils sortent des écoles, etc., etc. Donc, la politique d'ensemble, ce n'est pas aller au pouvoir. La politique d'ensemble, c'est réveiller un peuple qui n'est plus endormi, qui a beaucoup plus d'intellectuels qu'en 1960, qui voit clair. On ne peut pas nous mentir comme on veut. Et c'est ça, ce qu'on appelle l'avenir d'un peuple. Et pourquoi nous acclamons que le Cameroun avance. Ceux qui pensent nous combattre, ils ont perdu trop de temps pour rien. L'âme immortelle du Cameroun est dans chaque Camerounais. Et dans chaque Camerounais. Oui. Et l'UPC est dans chaque Camerounais. J'ai l'impression de le dire avec force, puisque Kanto, c'est un fils d'un UPCiste. Ah, Maurice Kamto. Fils d'un UPCiste. Et d'autres. On va justement parler des prochaines échéances électorales, si vous voulez bien. On ne sait pas si l'UPC sera candidat, vous nous le direz dans quelques minutes. On sait également, vous avez ouvert la brèche sur la démocratie au Cameroun. Est-ce que pour vous, c'est un environnement qui est démocratique ou pas? On va parler justement de l'élection présidentielle, de politique de démocratie au Cameroun. Juste après cet élément, ce reportage que signe Karine Biha. Ce 15 septembre marque la journée internationale de la démocratie. Ce jour commémoratif pose la réflexion sur la valeur de son fonctionnement mis à l'épreuve ces derniers temps. La récente actualité, notamment en Afrique, rappelle que la démocratie est fragile et peut par conséquent être menacée dans de nombreux pays. Le consensus basé sur les principes fondamentaux, à savoir le respect des droits de l'homme, la participation citoyenne au processus politique, la primauté, le pluralisme politique et bien d'autres principes phares relèvent aujourd'hui d'une équation difficile à résoudre à l'exception des modèles tels que la Chine avec une démocratie centrée sur le peuple, l'Afrique loin d'être en reste, mais au devant de la scène, la Guinée équatoriale dans son processus démocratique. Cependant, les difficultés de la mise en œuvre de la démocratie sur le continent noir sont récurrentes à l'instar de l'alternance à la tête de l'État, l'équitabilité du jeu démocratique, au centre des tensions, la question régionaliste qui fait bouger le peuple. Cette énième journée internationale de la démocratie pose les jalons d'un système qui favorise la paix et la stabilité. Elle encourage par ailleurs la lutte contre les menaces à la démocratie, la désinformation et les atteintes à la liberté d'expression. Excellence, après ce reportage de Karine Biha, je vous pose la question de but en blanc. Est-ce qu'on peut parler de démocratie au Cameroun? À mon avis, oui. L'histoire de la démocratie depuis le retour ensemble, depuis que Paul Biya est devenu président de la République, son projet de société, il a bien dit aux Camerounais qu'il veut être l'homme qui a apporté la démocratie au Cameroun. Donc, le problème de démocratie est posé. Et à partir de ce moment, les ponces du régime de l'époque ont fait des marches contre le programme du président, du nouveau président, avec la suite des tentatives de coup d'État. Donc le programme du président Paul Biya reste que le Cameroun devienne un pays vraiment démocratique. Bon, vous dites devienne vraiment un pays démocratique, ça veut dire qu'on ne l'est pas? Non. Non, je ne peux pas soutenir que nous sommes démocratiques. Non. Le Cameroun n'est pas... Vous venez de dire, quand j'ai demandé si le Cameroun est un pays démocratique, vous avez dit oui. Oui.
Mais Sur pourtant, papier- maintenant, vous dites que vous ne pouvez pas soutenir que... Écoutez que j'ai bien expliqué. D'accord. J'ai dit que le Cameroun, c'est un pays qui est un pays démocratique. Oui, sur papier. Voilà. La Sur précision. papier. Et j'ai enchaîné en disant que quand le président Paul Biya a parlé d'instaurer la démocratie au Cameroun, les forces du régime UNC de l'époque ont défilé contre la démocratie. Et aujourd'hui, après les tentatives de coup d'État et tout, le programme n'est plus le même. Les risques ont été multipliés fois 100. Ouais. Et la façon de gérer de ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui, tout le monde est au courant. Ce n'est plus une vraie démocratie. J'ai dit tantôt que si nous sommes 30 millions et qu'il y a moins de 2 millions de votants, Ouais. dont la chose politique est remise en cause. La façon dont nous nous imposons, qu'on accepte que nous sommes un pays démocratique, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui manque au Cameroun pour être véritablement un pays démocratique, Non, ce qui manque, selon vous? C'est le respect de nos lois. Si on respectait rien que les lois qui sont là, il n'y aurait pas de problème. Quand vous prenez les lois camerounaises, vous les comprenez. Deux lois pour vous qui ne sont pas respectées et qui gagneraient à l'être. Non, je veux dire ceci. Si on respectait nos propres lois, honnêtement, qu'on laisse les Camerounais choisir librement qui ils veulent, vous verrez un bouleversement immédiat. Si j'ai Donc, lu entre les lignes, ça veut dire qu'on ne laisse pas les Camerounais choisir librement. Ils ne peuvent pas choisir librement. Fraude électorale? Parce que, je n'accuse pas fraude électorale, mais je vois le résultat. Oui. Le résultat, c'est un seul qui gagne. Un seul qui contrôle l'Assemblée. Un seul qui contrôle le Sénat. Un seul qui contrôle les mairies, etc. Ouais. Et quand on a comme résultat un système de gestion, c'est difficile de dire que c'est un pays démocratique. Quand on nous parle de dehors, on nous traite de tous les mots. De dictateurs, de ceci, de cela. Et d'où je suis en train de vouloir dire qu'au départ, le projet de société du président Paul Biya était accepté par les Camerounais en masse. Rigueur et moralisation. Et voilà. Maintenant, on voulait même le tuer. Mais est-ce qu'aujourd'hui il est libre? Est-ce qu'aujourd'hui il peut encore appliquer son programme? J'en doute. Est-ce que les Camerounais peuvent témoigner que nous sommes dans un pays démocratique? J'en doute. Est-ce que les problèmes que nous avons à résoudre, qui viendra d'où pour résoudre nos problèmes si nous ne voulons pas les résoudre nous-mêmes? Donc je dis que si on appliquait nos propres lois, si on appliquait le projet de société de notre président, je vous assure, il y aurait un miracle au Cameroun. Et qu'est-ce qui empêche que ce soit appliqué? Néocolonialisme. Néocolonialisme. Vous parlez du président Paul Biya, nous sommes en marche pour 2025 où doit avoir lieu en principe l'élection présidentielle au Cameroun. C'est vrai qu'on aura en principe les municipales, les législatives et la présidentielle. Mais on va se concentrer un peu sur la présidentielle qui est un rendez-vous qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Celui que tout le monde regarde aujourd'hui, c'est le président Paul Biya. Je commence par là. S'il fallait dire quelque chose sur lui avant d'analyser les forces en présence, qu'est-ce que vous direz? Moi, je dirais tout simplement quand le président Paul Biya a réveillé la conscience des Camerounais en nous promettant qu'il ferait de Cameroun un pays démocratique. Il peut encore le faire. Il peut encore le faire. Vous croyez? Oui. Aujourd'hui, les uns et les autres s'amusent à dire que nous sommes dirigés par une photo, qui ne parle pas, qu'on ne le voit pas. Ça pousse les uns et les autres à se poser beaucoup de questions. Et vous le dites avec assurance qu'il peut encore le faire. Il peut le faire, pourquoi? Ces derniers temps, vous l'avez vu à Paris. Interdiction de survoler je ne sais pas quelle ville pour aller à Moscou. Il est revenu le soir pour repartir le matin. Ça veut dire qu'il a encore la force. Il peut. Il suffit seulement qu'on applique ce qu'il peut nous demander de faire. Je vous ai dit que les lois sont bonnes. Les lois camerounaises, quand vous les comparez, pas de correction. Mais la gestion de ces lois, la gestion de ces libertés,
la gestion de ce qu'on appelle la démocratie en faveur d'un seul parti qui semble coloniser les autres. Et c'est ça la catastrophe. Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont forts? Ah oui, je peux dire qu'ils sont très très forts, puisque le néocolonialisme les a installés, les a soutenus, a donné les conseillers techniques. Ouais. Le rôle des conseillers techniques, c'est de montrer la technique, comment on peut appauvrir un pays, parce que leur présence, c'est pour enrichir leur pays, de la France. Ouais. Donc, les conseillers techniques ont empoisonné nos fonctionnaires avec le système où on découvre que nos fonctionnaires jouent le même rôle que les étrangers qui viendraient s'enrichir chez nous. Toujours en marche pour le scrutin de 2025, il y a d'autres voix qui s'élèvent pour parler d'un gré à gré qui permettrait à Franck Biya de se retrouver à la tête du pays. Un petit mouvement est né allant dans ce sens-là, le franquisme. Quand vous parlez de franquisme, j'ai regardé derrière et je vois Kabila. Un mois avant, Kabila était vivant et on savait qu'il ne sera plus là. Kabila fils. Ouais. J'ai regardé un peu au Gabon, Omar Bongo était en super forme. Quand on commençait à parler Ali, il est mort d'une maladie grave. Quand on regarde ici au Tchad, dernièrement, il y avait... Idriss Déby? Non, Maréchal. Le maréchal. Maréchal Déby, Ouais. en super forme. Je ne sais pas si c'est comme Kabila, parce qu'il n'y a jamais eu une enquête qu'on sache pourquoi il n'est plus là. Et on a précipité de mettre son fils. Mahamat. Donc quand on commence maintenant à chanter les noms des fils des présidents, qu'est-ce qu'il prépare contre le président? Vous craignez également que si je suis votre au Gabon, on a bousculé le père pour que le fils s'installe. Au Tchad, pour vous, on a bousculé le père pour que Mahamat s'installe. Et que si on commence à brandir Franck Biya au Cameroun, c'est qu'on veut bousculer le président pour qu'il s'installe. Pourquoi on commence? Parce que la démocratie n'est pas un héritage d'un trône. Ouais. Là, quand vous êtes roi, vous dites que mon fils va continuer. La démocratie, c'est vous donner, le peuple va choisir. Moi, je ne suis pas contre un fils ou un beau-frère, mais je me dis, il faudrait que le mot démocratie soit applicable. Ça veut dire que les Camerounais disent que celui-là est populaire, son projet de société, nous le soutenons, et comme ça le Cameroun va aller de l'avant. Mais tout ce que vous voyez là maintenant, ce sont des vautours qui tournent autour, chacun a son plan, et vous voyez les affaires qui tombent là, parce qu'on a dévoilé telle chose, et chacun essaie les camps qui se forment. Le pays n'est pas en train de se préparer dans l'optique de recevoir la démocratie et de la gérer. C'est là la catastrophe qui se présente devant nous. Et tenez-vous bien, à qui profite le crime? Et à qui profite le crime? Moi, je vous renvoie la question. Le Cameroun est dans la poche de qui? Est-ce que le Cameroun peut gérer ses richesses? Est-ce que le Cameroun a la monnaie? Toutes les richesses que vous entendez, c'est vous qui les gérez? Ça vous appartient? Vous avez quoi? Je suppose que ça nous appartient. Oui, je suppose. Le franc, ça va nous appartient. Non. Mais la gestion, tu vois que c'est un pays qui s'appauvrit. Non, moi je pense qu'il va arriver un temps où les Camerounais doivent se regarder dans les yeux, comme le font les autres, et de se dire non. Soit nous voulons construire ce pays ensemble, soit nous allons laisser les vautours appliquer loi naturelle de vautours.
À présent, je vous laisse le soin de jeter votre regard sur les forces en présence par rapport à cette présidentielle. On a certains partis politiques dits de l'opposition qui essaient de sortir de la tête de l'eau. À votre avis, c'est possible d'avoir de bons challengers en 2025 où on va assister à une autre élection où on connaît déjà le vainqueur au départ de la course? On connaît le vainqueur d'avance. Comme on a toujours connu le vainqueur, les élections que nous avons assistées. Oui. Et c'est là, moi, j'ai confiance, naïvement, bien entendu, que le président Biya se rend compte que le peuple le regarde. Et il a promis de donner à ce pays-là de vraie démocratie. Il le sait. Il ne peut pas laisser le Cameroun dans cette situation. Donc, à mon avis, il y a quelque chose d'humain que nous devons affronter. Je ne peux pas combattre le président Paul Biya. Moi, je ne peux pas. Pourquoi? J'ai mes raisons. L'âge, j'ai travaillé comme ministre en rêvant que nous sommes en train d'implanter la démocratie. Et ce que vous voyez là, les coups bas, les sabotages, on est en train de tout saboter. Qu'est-ce que c'est cette histoire que vous êtes en train d'organiser un pays, on vous parlait de votre fils et de votre beau-frère et tout ça. Qu'est-ce qu'ils veulent par là nous dire? Que le Cameroun doit sombrer? Il a les moyens, la force, la place que Dieu lui a donnée pour que ce pays ne connaisse pas les catastrophes que nous voyons ailleurs. Il peut le faire. Et je peux vous poser la question directement, puisqu'on ira parler des coups d'État tout à l'heure. Est-ce qu'on peut courir un risque d'avoir un coup d'État au Cameroun d'ici 2025? Non, moi je ne souhaiterais pas de coup d'État. Les coups d'État ne sont pas la démocratie. Là, c'est votre souhait. Mais le regard de l'homme politique, le regard du leader d'opinion sur la réalité au Cameroun. Quand il y aura des coups d'État, il y aura plusieurs. Comme tu as vu au Nigeria. Il y a eu plusieurs coups d'État au Nigeria avant que le Nigeria parlait de démocratie aujourd'hui. Le Cameroun ne peut pas faire un miracle. On ne doit pas commencer et continuer par les coups d'État. Pourquoi? Je l'ai dit, le programme de Paul Biya, nous l'avons soutenu. On a fait pression. On a organisé une tentative de coup d'État. On a tout bouleversé, tout son programme que tout le monde a accepté est bouleversé. Alors, qui voit clair aujourd'hui? Donc moi je pense que nous avons encore 1 ou 2 ans. S'il veut, c'est un ancien séminariste. Moi, je sais que tout pouvoir vient de Dieu. Si son pouvoir vient de Dieu, il trouvera la solution. Si son pouvoir ne vient pas de Dieu, Dieu va régler le problème. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc je ne veux pas qu'on pense que pour trouver les solutions, il faut d'abord qu'on tue, le bâton, non. On a assassiné des gens pour rien. Mon peuple a été assassiné. Et on s'en fout. Quand vous parlez, on vous traite de n'importe quoi. Je ne souhaiterais pas que les autres subissent la même chose. Je mets l'accent sur la déclaration solennelle où quelqu'un s'est engagé devant Dieu, devant les hommes, que ce pays, il veut que ce pays soit un pays démocratique. Il peut encore le faire. C'est là où je le soutiens. Donnez-nous la démocratie que vous avez promise. Il peut le faire. 2025, avec le président Biya, qui aura peut-être changé la donne, peut-être donné cette démocratie au peuple camerounais. Et si ce n'est pas le cas, et s'il ne le fait pas, comme vous le souhaitez du fond de votre cœur, parce qu'on le ressent, que vous le souhaitez. Vous souhaitez qu'il se lève et qu'il redresse la barre et qu'il donne au Cameroun ce que tout le peuple attend. Une démocratie effective. Et si ça n'arrive pas? Il y a un ordre. Il a dit quelque chose ici, que la vérité vient d'en haut, les rumeurs viennent d'en bas. Moi, j'ajoute qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Nous sommes devant une situation que nous pouvons régler à l'amiable. À l'amiable, ça veut dire qu'on applique les lois. À l'amiable, c'est pour qu'on ait confiance les uns des autres. À l'amiable, c'est qu'on soit humain.
en nous disant nos enfants traînent, sont en train de mourir dans la mer, nos enfants sont dans les quartiers et nous avons des richesses. On peut faire des miracles dans ce pays. J'ai dit, pour moi, ma conviction est claire. Si je dis que tout pouvoir vient de Dieu, Dieu va régler le problème. Mais si tu as un pouvoir qui vient de Satan, Dieu va régler le problème. Ne vous en faites pas. Moi, je suis sincère. Vous êtes serein? Serein. Vous attendez 2025 tranquillement? Non, je me dis, les Camerounais ne dorment plus. Voyez, parce que la Chine a traversé une période terrible. Hein, la Chine que tu vois là. Et Mao a transformé la Chine en un temps record. Et la Chine a battu tous les records d'un pays qui se développe. Nous pouvons le faire. Nous avons les hommes. Nous avons les biens. Nous avons même des amis honnêtes qui peuvent, si nous avons un programme que nous conduisons. Mais vous dites nous avons Cameroun. un programme. Nous qui? Cameroun. Le Cameroun ne se dirige pas tout seul. Il faut bien qu'il y ait un homme à la tête du Cameroun. Nous, amis, pour qui? Quand je dis nous, oui. La tête du Cameroun, oui. La tête au sommet. Je vous comprends. Mais on est en train de partir vers une possibilité d'élire une nouvelle tête ou de maintenir l'ancienne tête. C'est pourquoi je vous demande, quand vous dites nous avons la possibilité, je suis d'accord avec vous. Le peuple camerounais est désormais debout, il ne dorme plus. Je suis d'accord avec vous parce qu'on ressent quand même à travers les remous qui ne sont plus autant silencieux ou défaitistes qu'ils l'ont été. Ben, avec qui à la tête? Là est toute la question. En 2025, on se retrouve de nouveau avec le président. Vous avez déjà dit que c'est les gens qui veulent manipuler, qui brandissent Franck Biya pour créer le trouble un peu partout. Mettons même Franck Biya à côté. Acceptons que le président Biya est candidat. En face de lui, on a Kamto, on a Cabral. Pour ne citer que cela, on aura sûrement d'autres candidats qui vont se déclarer d'ici 2025. On maintient le même cap où on a une possibilité de changer également la donne à la tête du pays. Non, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Le changement n'est pas... D'un claquement de doigts. Non. Le changement, je reviens sur l'application des lois. Oui. Le changement, c'est sur le projet de société. Le changement, c'est sur le patriotisme. Si longtemps que ces choses ne sont pas devant vous, vous n'attendez pas un changement miraculeux. Paul Biya peut ne pas être président dans 2 ans. Vous pouvez avoir un autre avec des cornes plus longues. C'est moi qui vous le dis. Parce que le système actuel ne produit pas ce que veut le peuple. Oui. Le système actuel, pour briser les hommes qui ont honnêtement voulu aimer ce pays, on donne des petits moyens à un jeune, un autre moyen à un jeune pour perturber ces partis. Tout le monde voit le jeu politique qui est là dehors. Nous avons des richesses qui sont détournées. Tout le monde le dit là dehors. Et maintenant, il y a une élection, on pense qu'il y aura un changement miraculeux. Vous rêvez. S'il est candidat, il va gagner avec son système. C'est moi qui vous le dis. Il contrôle les mairies, il contrôle l'Assemblée, le Sénat, le gouvernement, l'armée, la police. Alors, vous pouvez changer ça comment? On était un jour, c'est avec le professeur qui avait dit que par quelle magie vous allez utiliser pour changer. J'ai dit enfin, voilà. Vous avez utilisé toutes les magies qui existent. Par quelle autre magie on peut utiliser? La magie divine, vous l'avez dit, tout pouvoir vient de Dieu. Si tout pouvoir vient de Dieu, je vous assure, vous verrez un changement tel que le bon Dieu va décider. Moi, je ne peux pas souhaiter avancer des conclusions. Je sais que la banane, ou bien la papaye, quand elle est mûre, elle tombe. Elle tombe. Quel que soit lambda, on aura une information d'ici 2025. Donc, bon, si on se met maintenant au travail, que tout ce que j'ai énuméré, qui est négatif,
on remet librement et on fait que les Camerounais aient le plaisir encore de faire la politique, le plaisir d'aller chanter et danser. Et je vous assure, Rosalie, c'est faisable, mais le climat qui est là-dehors, c'est une continuité. Excellence, beaucoup de réactions des téléspectateurs. Le prochain arrêt qui est le nôtre, c'est qu'on va essayer de s'intéresser un tout petit peu au coup d'État, le vent qui nous vient. Vous l'avez déjà dit, au Cameroun, on ne doit pas souhaiter. En quelques minutes, on va brosser un peu un regard sur ce qui se passe chez nos voisins, ce qui a démarré dans l'ouest du continent, avec le Niger, avec le Burkina Faso, avec le Mali. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette série de coups d'État? Un réveil du continent africain, un sursaut d'indépendance souhaitée ou du petit bruit qui ne mènera à rien? À mon avis, c'était un réveil. Vous savez, la politique internationale aujourd'hui, le grenier du monde, c'est l'Afrique. Et chacun peut utiliser les Africains pour chasser tel et reprendre sa place. Si c'est le cas, c'est une perte du temps. Mais si c'est un réveil populaire où nous voulons nous responsabiliser, c'est une très bonne chose. Parce que quand tu es chrétien, on t'enseigne une chose. Le bon Dieu, Dieu des armées. Ouais. Le vrai patron des armées, c'est le bon Dieu. Alors si le Dieu des armées est là, l'armée a un rôle de protéger son pays, de l'extérieur comme de l'intérieur. C'est pourquoi de l'intérieur, il poursuit les bandits, les escrocs, les voleurs et tout. C'est l'armée, c'est son travail. Et le souhait, à mon avis, le souhait, ce n'est pas de faire ce que les autres ont fait. Vous voyez, je tourne autour d'un espoir que nous avons démarré un travail politique, que ça se termine avec nos engagements de donner à notre pays la démocratie. Et si cela n'arrivait pas, vous me posez la question, le bon Dieu va faire quoi là-dedans? Ce pays appartient au bon Dieu. Ne vous en faites pas. Ayez 1000 démons qui vous protègent, ce pays appartient au bon Dieu. Et je ne suis pas en train... Je me sens beaucoup plus jeune que les hommes de 50 ans. Je vous assure, si je mets mon kimono, vous allez voir, l'âge est là et l'expérience est là. Regardez bibliquement pensant, quand le bon Dieu a choisi Moïse, il avait 80 ans. Il marchait avec un bâton. Il lui a donné la force de libérer Israël. Non seulement de libérer Israël, de pouvoir fendre les océans et traverser le désert pendant 40 ans. Il était vieux. Quand je dis là que le Cameroun a un président qui a l'âge peut-être un peu plus de Moïse, si le bon Dieu le maintient vivant, c'est qu'il y a une mission. Qu'il se réveille, c'est un ancien séminariste. S'il ne se réveille pas, l'histoire sera sans pitié. On a quand même envie de s'inquiéter avec un téléspectateur. Il y a l'UPC qui essaie de se réveiller pour être partant pour 2025. Vous en êtes militant. Et vous souhaitez que le président ait le temps de finir ce qu'il a commencé, de redresser ce pays avant de s'en aller, comme Moïse l'a fait pour le peuple d'Israël. C'est pas un peu en contradiction avec le combat que mènent les autres UPCistes? Non, les autres UPCistes, tous les autres Camerounais, mènent quel combat? Les autres Camerounais sont contre le système néocolonial. Tous. Tous les Camerounais veulent que les richesses du Cameroun nous permettent de construire ce pays. Vous n'avez pas par hasard un problème avec la France? Parce qu'apparemment, pour vous, ils sont la cause de tous nos problèmes. Regardez tout ce qui se passe. Tout ce que nous avons comme problème, esclavage, colonialisme, néocolonialisme. Vous allez accuser qui? Ils sont là. Aujourd'hui, ils ont la main mise sur toutes nos richesses. Ils ont la main mise sur nos dirigeants
qui ne peuvent pas librement nous conduire. Je les vois, comme ils sont sorciers, moi aussi je les vois. Si on avait laissé le président Paul Biya appliquer son premier programme, nous ne serions pas là. Il faut le reconnaître. Et quand ceux qui peuvent penser qu'il faut faire les coups d'État, commencent à s'entretuer, c'est nous qui perdons. C'est nous, Camerounais, qui perdons. Et c'est ce que veulent les autres. Et donc je dis au président, vous êtes responsable de ce pays. Dieu vous a maintenu plus de 40 ans. Parce qu'il vous a choisi. Qu'est-ce que tu vas faire de ce Cameroun qui veut basculer dans un désordre indescriptible? C'est ça la responsabilité. C'est ce réveil. Parce que les lois qu'on a mises en place, les lois qu'on applique à l'envers, on a laissé faire tout pourrir. Il le sait. Bon, j'ai confiance que Dieu nous a donné un pays. J'ai confiance que ceux qui sont sacrifiés ne sont pas sacrifiés pour rien. Et je sais que quand vous allumez le feu, vous n'aurez pas assez de pompiers pour tout éteindre. Ne croyez pas que s'il y a maintenant guerre civile au Cameroun, c'est elle qui va gagner. C'est nous tous qui allons perdre au moins 90% de ce que nous avons. Donc, je ne veux pas m'accrocher à une élection. Je m'accroche à un projet de société. S'il a menti, qu'il laisse pourrir le Cameroun, l'histoire va en tirer des conclusions. Mais si c'est vraiment son projet de société, je dis qu'il peut encore changer quelque chose. C'est pourquoi, dans certains cas, quand quelqu'un ne peut pas, il peut démissionner et passer la relève. Voilà ce qui se fait des fois ailleurs. Mais si tout est au bord d'une explosion, quand il y a un abcès, il y a possibilité de soigner l'abcès, sinon l'abcès va exploser. Donc le Cameroun est devant un carrefour et on a encore quelques mois, quelques jours pour soit enlever de nous-mêmes, voilà, pour amorcer un changement positif avec confiance des patriotes et puis avoir confiance aux propriétaires de tout ce que nous avons. D'accord. On prend un verre pour respirer un tout petit peu avec cette plage publicitaire et on revient pour entrer dans le coup pour coup. On va parler du travail au Cameroun. D'accord. Canal Plus sort le grand jeu. Jusqu'au 30 septembre, réabonnez-vous à votre formule actuelle et bénéficiez de 15 jours offerts à tout Canal Plus. Vivez 100% de la Ligue des Champions et les plus grands championnats de foot sur les chaînes Canal Plus Sport. Retrouvez la série explosive du continent, La Bataille des Chéris sur A+, et la nouvelle série inédite Innocence sur Novelas TV. Et aussi une sélection des meilleurs programmes éducatifs pour les élèves sur Nathan+. Alors, pour profiter de 100% de toutes vos envies, réabonnez-vous en boutique ou par paiement mobile et bénéficiez de 15 jours offerts à tout Canal+. C'est jusqu'au 30 septembre. Dimanche 1er octobre, rendez-vous avec une prestigieuse course hippique. Le prix de l'Arc de Triomphe, édition 2023. En bout de piste, 2 milliards de francs CFA à gagner. Dimanche 1er octobre, c'est le Hoha. Avec le PMUC, c'est le moment de gagner gros. For Sunday, first day for October, rendezvous for a prestigious horse race with them they call and say Prix Arc de Triomphe 2023 edition. For finish line, 2 billion CFA francs for win and Sharam for all best player them. 2 billion CFA francs. Hey, Sunday, first day for October 2023, now Hoha. With PMUC, now time for win big o. À vous la parole, fait Samu. Retrouvez votre émission relookée tous les vendredis dès 21h. Hommes d'affaires, hommes politiques, leaders d'opinion, chefs d'entreprise, administration publique, élus de la nation. Ceci vous concerne. Info TV vous offre l'opportunité de vous faire connaître et de faire entendre votre opinion. À vous la parole, Nulook, une présentation de Rosalie Guessel.
Vous avez désormais rendez-vous tous les vendredis dès 21h avec votre tribune. À vous la parole. À vous la parole, c'est une occasion de vous faire raconter, de vous faire découvrir et surtout de vous faire entendre. À vous la parole, c'est votre émission, évidemment, sur Info Télévision. Et nos rendez-vous. Canal Plus sort le grand jeu. Jusqu'au 30 septembre, réabonnez-vous à votre formule actuelle et bénéficiez de 15 jours offerts à tout Canal Plus. Vivez 100% de la Ligue des Champions et les plus grands championnats de foot sur les chaînes Canal Plus Sport. Retrouvez la série explosive du continent, La Bataille des Chéris sur A+. Et la nouvelle série inédite Innocence sur Novelas TV. Et aussi une sélection des meilleurs programmes éducatifs pour les élèves sur Nathan+. Alors, pour profiter de 100% de toutes vos envies, réabonnez-vous en boutique ou par paiement mobile et bénéficiez de 15 jours offerts à tout Canal+. C'est jusqu'au 30 septembre. Voilà, vous êtes toujours en direct d'Info Télévision et bien entendu l'émission c'est à vous la parole. Tous les vendredis, dès qu'il est 21h, on prend rendez-vous sur ce magnifique plateau avec un leader d'opinion, un homme politique, un chef d'entreprise, comme le dit la bande-annonce. Dès que vous avez l'une de ces postures, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous au numéro de téléphone, bien entendu, qui est celui d'actualité sur ce programme. Et nous, on se fera le bonheur d'orchestrer votre venue sur ce plateau, comme nous sommes ce soir avec l'ancien ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Simon Bila. Excellence, on va rentrer après la transition coup pour parler de quelque chose qui fâche énormément les Camerounais. C'est le Code du travail que nous avons aujourd'hui, qui pour beaucoup est la cause de tous nos malheurs. Juste après la transition. Voilà, j'ai la chance, grâce à vous, de l'avoir avec nous sur ce plateau, ce document, le Code du travail, qu'on a sûrement en image également au niveau de la réalisation, la loi numéro 92-007 du 14 août 1992, qu'on a d'ailleurs baptisé le Code Simon Bila. Parce que vous étiez député lorsqu'on a voté beaucoup de lois qui ont mis en place ce code du travail. Vous pouvez déjà nous expliquer les circonstances de la validation de ces différents tests qui finalement aujourd'hui sont à l'origine de beaucoup de problèmes aussi que vivent les travailleurs. Vous voyez, je suis à l'Assemblée au mois de mars 1992. Je suis président de l'une des 5 commissions de l'Assemblée nationale. Et dans cette commission, qu'ils appelaient la commission de la production, on nous a soumis le projet de cette loi. Cette loi a été préparée par un expert français avec les Camerounais. Et c'était un code de travail de crise aiguë au Cameroun. Dans le monde, mais au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on a voulu imploser le Cameroun de l'intérieur. Ça veut dire les conditionnalités que les bailleurs de fonds ont donné, même ce code de travail, c'était un suicide. Quand on nous a présenté ce code de travail, et j'ai fait un recul, je me suis dit non, il faut d'abord que chacun essaie de le lire au moins un jour. Il voulait tout de suite. On a fait plusieurs amendements et tout, mais ce code de travail, c'est une catastrophe. Ah, vous êtes d'accord que c'est une catastrophe? C'est vrai que pour beaucoup, ça va être surprenant d'entendre de votre voix que ce code du travail, c'est une catastrophe. Écoutez, ma fille, dire aux Camerounais la vérité, c'est mieux que de mentir. C'est une catastrophe. Voilà qu'on prend un expert qui vous prépare l'avenir de votre pays. À l'époque, on avait décidé que le budget camerounais, les salaires ne devaient pas dépasser, disons, 5%. On a ramené tous les salaires des fonctionnaires à 50 000, à 60 000 et tout. C'est en ce moment qu'on a concocté ce code de travail. À l'Assemblée, nous nous sommes battus pour essayer de laisser quelque chose. Laissez-moi, je vais vous faire montrer des passages. Page 24.
Numéro 62. Je vous aide si vous avez le numéro. Oh, non, 62. Bon, ouais. alors, j'ai dit. Voilà, page 24. 24, numéro 24. 62. 24, là, on parlait de la convention collective. Ouais. Convention collective, ici, n'existait plus au Cameroun. Parce que ce sont des conventions collectives qui définissent même les rapports entre les travailleurs et les employés. Ouais. Ce code du travail a balayé ce qu'on appelait notre grille de salaire. Ils ont mis comme loi de base le SMIC. Et ce SMIC, quand vous voyez, la majorité des travailleurs sont de l'agriculture. Ouais. Le salaire avec 9 000 francs. On a fait une réunion pour essayer de trouver un SMIC un peu plus. On a fait une réunion à tombeau ouvert et j'ai presque imposé en prenant tous les SMIC mélangés et faire un SMIC moyen qui a fait que le SMIC de l'époque est remonté de 9 000 à 24 000. Pour ce mélange qui vient encore d'exploser, puisque désormais on a 3 SMIC au Cameroun. Non, parce que donc, je disais qu'il y en a les SMIC des banquiers, les SMIC d'agriculture, de transport et tout. À l'époque, on a essayé d'avoir un SMIC moyen pour tout le monde. Qui était de 24 000. Et on essaye, et 24 000 pour vivre à Yaoundé, et voilà, c'est une catastrophe. Alors, ce code de travail nous est imposé. Ce ne sont pas les Camerounais, parce qu'un code de travail qui est étudié avec l'appui des travailleurs et des employeurs pour arriver à un arbitrage, en tenant compte des conventions collectives, vous pouvez dire que c'est votre code de travail. Ouais. Mais une loi qu'on vous impose, parce qu'il y a la crise, que le Cameroun doit appliquer ce code de travail. Pourquoi? Parce qu'avant, le Camerounais avait l'habitude que tous les 4 ans, il y avait une décision présidentielle qui augmentait le salaire de tout le monde. Et les employeurs majoritairement expatriés, on voulait tout bouleverser, qu'on reparte à zéro avec un SMIC qui était, comme j'ai dit, à 24 000. Et quand vous voyez alors l'article 62 là, suivez, vous verrez que quand on parlait du salaire, le salaire ici, il y a une petite phrase par accord. Donc les accords entre l'employeur et l'employé. De gré à gré qui nous rattrape aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'ils ont prétendu dire, que c'est l'employeur qui va accepter le salaire qu'il vous donne quand vous voulez demander de travail. C'est là alors notre suicide. Mais si vous le saviez au moment où les lois étaient votées, pourquoi avoir laissé passer un tel code du travail? Non, madame, vous connaissez le Cameroun? Quand une loi est proposée à l'Assemblée, elle doit passer. C'est ça, elle doit passer. Et j'ai été presque le premier têtu qui n'a pas voulu signer d'avance. Et on a fait le débat. Vers la fin, on a eu un article, vers la fin, là, je vais vous montrer ça. Cet article, les syndicalistes n'ont pas utilisé ça. 164. Apparemment, vous maîtrisez ce code du travail. Bon, ici, là, le 176. Le numéro 2, là, numéro 2. Oui. 176, article 2. Les actes réglementaires pris en application de la loi numéro 74/14 du 27 novembre 1974, suivisés ou ceux applicables à la dite loi non contraires à la présente loi demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été abrogés et remplacés. Demeurent en vigueur, ça veut dire que les grilles de salaire demeurent en vigueur. Oui. Tant qu'ils n'ont pas été abrogés. Après la crise, les syndicalistes devaient s'appuyer sur cet article pour réclamer les acquis sociaux. Le retour aux acquis. Les acquis sociaux. C'est le seul article qu'on a forcé vers la fin. Mais le reste, on ne pouvait pas changer grand-chose. Bon, à l'Assemblée,
on finit aussi, nous étions minoritaires comme parti. Et la majorité qui doit appliquer quand une loi vient, elle doit passer. La loi est passée avec les grincements des dents parce que j'ai fait presque 5 jours de combat. On a modifié beaucoup de choses dedans. Donc ce n'est pas ma loi. Peut-être le fait que beaucoup aient dit que c'est votre loi, peut-être du fait que vous ayez été le ministre. Non, attendez. Qui a à l'Assemblée, j'étais l'opposant de cette loi. Ouais. La loi est passée au mois de juillet, promulguée au mois d'août. Ouais. Moi, je suis entré comme ministre du Travail au mois de novembre. Donc, comme pour mieux vous tuer, on vous a donné la responsabilité d'appliquer une loi que vous avez contestée à l'Assemblée. Me tuer, je suis vivant. Bon. donc, j'ai dit qu'ils arrivent maintenant que nous devons appliquer cette loi. Oui. En appliquant cette loi que j'ai organisé toute une réunion pour essayer de remonter le SMIC, qui est passé de 9 000 moyenne d'agriculture à 24 000. Alors, le problème camerounais est deux fois mal compris. Cette loi, pendant cette crise, les Camerounais ont souffert autant que quand vous allez avec les autres ministres gabonais, ivoiriens, ils étaient bien. Les ministres de l'époque avaient 600 000 francs. À l'époque, 600 000. J'ai eu de hauts fonctionnaires qui sont venus demander de l'aide avec un bulletin de moins de 100 000 francs. On avait fait exprès, croyant imploser le Cameroun de l'intérieur. Les Camerounais ont tenu fort. Ah, ils sont résilients, les Camerounais. Il y a eu maintenant la fermeture obligatoire de toutes les sociétés parapubliques. C'était les conditionnalités de bailleurs de fonds. Ce n'était pas une décision du gouvernement. Nous avons le RSNI là qui ne peut plus travailler. On a suspendu toutes ces sociétés. Cette foule de Camerounais qui revendiquaient leurs droits jusqu'aujourd'hui, c'était devant ma porte. On a lutté. J'ai essayé de leur donner des explications, nuitamment. D'ailleurs, j'ai reçu tous les syndicalistes la nuit, très tard dans la nuit, pour leur expliquer qu'attention, ils avaient décrété des grèves, villes mortes et tout. J'ai dit, bon, tuons notre pays si vous voulez. Mais ce sont des conditionnels de bailleurs de fonds. Mais tout ce que vous voyez, le problème, c'est d'abord de rester debout. Voilà. Est-ce qu'on va passer toute la vie à rester debout pendant que vous-même vous dites qu'on n'a pas le choix, un code du travail qui vous a été imposé, vous l'avez appliqué sur les Camerounais, et depuis ces années, ils attachent la ceinture, les règles sont radicalement coupées, ils ont retroussé les manches, ils ont arraché les manches finalement, et vous nous dites encore aujourd'hui qu'on doit continuer à tenir le coup, à rester debout, de peur d'exploser le pays. Non, je vous parlais un langage de 1993-94, au moment où il y avait des grèves illimitées, des villes mortes et tout, à cause des sociétés qu'on a fermées, des conditions... Vous savez qu'on est en train de s'acheminer presque vers la même tangente. Oui, les salaires des fonctionnaires qui étaient tout bouleversés, pour amener les syndicalistes à comprendre les vrais problèmes politiques pour notre pays. Et ce combat où les bailleurs de fonds sont en train de gérer le néocolonialisme avec des conditionnalités que le gouvernement va prendre ou à laisser, ce combat continue. C'est pourquoi ce code du travail, le dernier article que nous avons pu introduire, croyant que les syndicats vont comprendre, qu'avec ça, ils peuvent réclamer la remise en place de ce qui n'a pas été. Il est trop tard aujourd'hui pour le faire. Non, c'est valable. Il n'est pas trop tard. On peut réclamer les grilles de salaire avant ce code du travail. On peut. Puisqu'il n'y a pas une loi qui a détruit tous les avantages qu'on avait. On peut encore les réclamer. On peut encore. Mais vous ne pouvez pas éternellement lutter contre vous-même. D'où le système néocolonial qui vous conduit, vous risquez de rester éternellement en train de vous batailler les uns contre les autres.
Un fait au moins c'est intéressant pendant tout ce temps-là, la naissance des centres publics de formation professionnelle rapide. Le chef de l'État en parlait encore il y a quelque temps de la mise sur pied de ces centres de formation. Et là, avec vos documents, je me rends compte que c'est quelque chose qui a existé au Cameroun depuis légalement. Oui, c'est moi qui avais créé une bonne dizaine de... Regardez, c'est un peu dans toute la République. Oui. Bon, on a créé ces centres de formation rapide. Malheureusement, je ne sais pas si on va appliquer. J'ai sursauté quand j'ai... Donc, le président demande de créer quelque chose qui avait déjà été créé, mais qui n'a jamais été implémenté. Voilà, qui existe. Dans toutes les régions, il y a les centres, nous avons créé 17. Oui. Si vous le comptez bien, 17, avec tous les métiers qu'il fallait. Qu'est-ce que c'est un centre de formation rapide? Ce n'est pas comme on le fait ici. C'est appliqué en Suisse, c'est appliqué en Allemagne. Ça veut dire que les apprentis devaient travailler dans des usines et suivre, dans des sociétés, je veux dire. Et suivre une formation. Et suivre une formation pratique et théorique dans ce centre. D'où la technique est avant tout, avant ce qu'on fait les théoriciens. Donc, si on appliquait aujourd'hui ces centres qui existent sur papier, ça fait facilement prendre un minimum de 20 000 à 30 000 jeunes gens tous les ans qui feraient un rodage à travers les formations pratiques. D'ailleurs, il faudrait que dans un pays comme le Cameroun, il faudrait qu'on fasse un inventaire pour voir que peuvent faire les Camerounais eux-mêmes. Est-ce que nous pouvons fabriquer les parpaings? Si c'est oui, ce métier de parpaing devient une priorité pour les Camerounais. En remontant... En fait, qu'on mette sur pied des formations en adéquation avec les besoins du pays. Oui, mais c'est ça. Les usines qu'on crée en Europe et tout, parce qu'on enseigne à l'école. Et quand vous avez maintenant fait une enquête, on sait maintenant ce que nous pouvons faire. Les marchés publics devaient tenir compte de ce que nous pouvons faire. Nous. Je peux vous donner un exemple. L'axe de Douala-Yaoundé, on s'est aperçu qu'on a trompé les Camerounais. On a fait des ponts avec du carton renforcé. Et quand les poids lourds sont passés dessus, on a vu que ça a fessé. Les Camerounais ont refait alors de vrais petits ponts. C'est un exemple pratique que nous pouvons faire. Mais il faut la volonté politique. Et maintenant, par exemple, le code du travail qui est là, aucun Camerounais peut vivre à Yaoundé avec 50 000 par mois, vous le savez. Donc, nous n'avons pas encore voulu nous organiser pour faire survivre nos propres fils. On arrive au terme de cette émission, Excellence Simon Bila. Déjà, nous sommes heureux de vous avoir eu ce soir et d'avoir échangé avec vous. Avant de se quitter, on va faire cet exercice habituel. On va vous demander, c'est vrai que j'avais envie, avant de partir, de vous demander de parler, de dire un mot sur 2 photos. D'accord? La première, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela. Oui. Mandela est venu au Cameroun quand on était encore ministre, et vous me voyez en train de le saluer. C'est un exemple vivant que les Camerounais, les Africains, ont des cerveaux qui peuvent permettre notre continent d'être un continent viable. Donc Mandela a montré l'exemple, il a fait la politique, il a fait les prisons, il a mis un temps juste pour terminer sa carrière politique. Il a montré l'exemple. Jean-Paul II. Jean-Paul II, le saint, il est saint. C'est un saint. J'ai eu l'occasion de le saluer avec ma main. On l'a d'ailleurs en image. Oui. Alors Jean-Paul II est venu pleurer au Cameroun. Je suis encore triste quand il se plaignait des assassinats de Monseigneur Prunet, de Monseigneur Mbala, des prêtres, des sœurs. C'est un homme qui aimait le Cameroun, un grand. Malheureusement, est-ce qu'on a compris son exemple? Je sais qu'il faut prier,
Mais je me suis rendu compte que Dieu attend que vous devez agir. Dieu, lui, il a agi. Il t'a donné l'intelligence, il t'a donné tout. Qu'est-ce que tu en fais avec tout ce que Dieu t'a donné? Donc, nous, la contrepartie, ce n'est pas tellement prier, c'est agir aussi. Agir aussi. Quand tu parlais d'agir, si vous soulignez bien agir, tout le monde va agir. Alors, Excellence, vous allez regarder votre caméra. Je suppose que vous avez un message pour ce soir à ceux qui nous regardent. Vous allez passer votre message et puis on va dire au revoir aux téléspectateurs. Chers frères et sœurs, l'histoire de notre pays sera écrite, mais par nous-mêmes, par les Camerounais. Nous avons la chance que nos frères et sœurs se sont sacrifiés pour nous donner le mot indépendance. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous en faisons? Nous avons un frère qui voulait nous donner le mot démocratie. Et voilà ce que nous avons sur le plateau, la démocratie. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Nous avons de bonnes lois que nous ne voulons pas appliquer. Nous avons une intelligence extraordinaire, on ne veut pas l'utiliser pour l'intérêt de tous. Et ça, c'est point d'interrogation, chacun devient responsable de ce que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, Excellence, d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci. Nous avons eu beaucoup de réactions. Malheureusement, nous n'avons pas pu rendre solennelles ces réactions ce soir, tellement on vous a bu comme du petit miel, même si j'espère qu'on ne vous a pas secoué un peu trop. Voilà, on va dire au revoir aux téléspectateurs ensemble. Et bien entendu, rappeler aux téléspectateurs que... On va se lever, Excellence, rassurez-vous. On va rappeler simplement aux téléspectateurs que le rendez-vous c'est vendredi dès 21h. On sera toujours avec un nom, un visage, quelqu'un qui apportera un plus chaque soir à l'édifice Cameroun, à l'édifice Afrique, pourquoi pas au monde entier. Et c'est ça notre responsabilité également sur Info Télévision. Je remercie toute l'équipe technique mobilisée ce soir. Ismaël qui était là, Jean-Martin Kenfak, Ben Valls, Guy et bien sûr Anissé Nomo qui m'ont accompagné pour la matérialisation de ce programme. Je ne vais pas oublier le groupe Trotteur, la machine même a fonctionné de cette maison, le PDG du Donimva qui veille au grand pour que tout se passe très bien. Au plaisir de vous retrouver. Là, on va y aller ensemble, Excellence, si vous voulez. Bien entendu, au plaisir de vous retrouver. Ce sera vendredi. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci aussi. Merci. Allez, à très vite. On sera à 21h vendredi prochain. Au revoir. Au revoir.